Entendre François-Xavier Selleret, qui est le directeur général de l'Agirc-Arrco. Ce sont en France les grosses fédérations des régimes de retraite des salariés. Et François-Xavier Selleret va répondre à nos questions sur le rôle des caisses de retraite dans la promotion du bien-être des seniors. Merci. Bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir maintenant François-Xavier Selleret. François-Xavier est un partenaire fidèle de la chaire et de nos réflexions. Il est bien entendu aussi directeur général de l'Agirc-Arrco et c'est à ce titre que nous allons l'interroger sur ces questions relatives au bien-être et aux retraités. François-Xavier, peut-être que la première question qui nous vient, c'est comment une fédération comme l'Agirc-Arrco prend sérieusement cette question du bien-être des retraités. Bonjour François-Xavier, merci de cette belle question. Moi, j'avais déjà envie de vous proposer finalement quelle définition on peut donner au bien-être. Quand je prends la définition historique qui a été donnée, la réponse historique qui a pu être donnée par l'Agirc-Arrco, c'est notamment, je crois que ça a été très bien dit par l'ancienne présidente du corps, Yannick Moreau. Le rôle de l'Agirc-Arrco, ça a été de garantir aux futurs retraités une forme de parité de pouvoir d'achat par rapport à celui des actifs. Le régime général a sorti les retraités de la pauvreté. L'Agirc-Arrco a apporté, je dirais, une forme un pouvoir d'achat comparable aux actifs pour les retraités. Et c'est vrai que cette dimension bien-être, et dans le caractère d'un bien-être durable, c'est aussi une dimension de solidarité entre les générations, parce que l'un de nos gènes, c'est que la promesse que j'évoque là, on puisse la tenir génération après génération, et qu'on arrive à réconcilier les générations autour d'une dimension, d'une vision partagée du bien-être, mais qui puisse être garantie dans la durée. C'est pour ça aussi que quand les partenaires sociaux négocient, puisqu'on est un régime paritaire, j'aurais dû le préciser en entrée de jeu, ils ont toujours à l'esprit de pouvoir garantir ce point dans la durée, de répartir les efforts entre les générations. On a aussi des réserves de près de 60 milliards et aussi qui garantissent cet élément, je dirais, de pilotage du régime pour pouvoir justement garantir le paiement des retraites au-delà des aléas de l'économie et de la démographie, comme on peut connaître cette année, parce que notre impératif catégorique, c'est de pouvoir garantir aux retraités le paiement des retraites, mais de le garantir non seulement à eux, mais de le garantir aussi aux générations suivantes. Et c'est pour nous l'une des conditions d'acceptation, de consentement à la cotisation, de consentement, parce que finalement, chaque génération c'est que la génération suivante sera embarquée dans cette logique-là. Donc, définition qui pour nous garantit un pilotage et une adhésion dans la durée, puisque quand on est, je dirais, client à l'Agirc-Arrco, on est assuré pendant 70 ans. Et donc, d'où l'importance pour nous aussi, 40 à 45 ans de vie professionnelle, 20 à 25 ans de retraite. Donc, de l'importance aussi pour nous que cette dimension de bien-être, cette dimension de pérennité soit partagée par les différentes générations, pour que ce pacte social puisse être garanti dans la durée. Très bien. Comment s'illustre à l'Agirc-Arrco et dans les différentes caisses du groupe de cette fédération, comment s'illustre cette idée prioritaire pour le bien-être de permettre aux seniors d'avoir une activité socialisée, bénévole, associative? C'est vrai que parmi nos orientations, outre le paiement des retraites, je l'évoquais, on a une action sociale forte. Et parmi les axes, parmi les priorités de cette action sociale forte, on a deux axes qui, pour moi, répondent à ce que tu évoques là. D'une part, la question de ce qu'on appelle le bien vieillir. Et donc, le bien vieillir, ça correspond à des éléments, je pense, par exemple, en matière de prévention. On a une politique de prévention, je dirais, particulièrement développée. Et en étant un peu un acteur original en matière de prévention, par rapport à d'autres acteurs existants, c'est qu'on veut combiner l'approche médicale et l'approche psychologique. Et on sait que quand on veut, gagner, avoir la meilleure espérance de vie sans incapacité, c'est par la mobilisation de ces différents
différentes facultés, capacités. C'est aussi le fait que pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible, nous avons développé un certain nombre de services. Je pense à des services qui permettent un diagnostic d'ergothérapie pour autour de l'aménagement du domicile, des activités aussi socialisées avec des dispositifs qui s'appellent Sortir Plus, pour que justement les personnes puissent être accompagnées, je dirais, dans leurs différents événements de la vie quotidienne. On a aussi proposé parfois des jeunes retraités, je dirais, d'accompagner des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent bénéficier de l'expérience qui a été acquise. Et puis enfin, on a un dispositif très important en matière d'aide aux aidants, parce que la caractéristique aussi, c'est qu'on vieillit de plus en plus longtemps et que nous devons, nous, en tant que régime de retraite, à la fois se soucier des aidés et des aidants. Et donc, ça soit auprès des actifs, parce que l'aidant, il peut être soit actif, soit jeune retraité, qu'on puisse l'accompagner, qu'on puisse proposer des solutions de répit, qu'on puisse aussi proposer des solutions de groupe de pairs, parce qu'il y a une très, très forte volonté d'un maintien à domicile le plus longtemps possible, et donc que ça soit par la politique de prévention, par la politique d'accompagnement des personnes, mais aussi par la politique d'accompagnement des aidants, c'est de contribuer à un bien vieillir le plus large possible. Alors on sait que les leviers du bien vieillir supposent, je dirais, de mobiliser différentes capacités, différents outils, et donc on a souhaité, et les partenaires sociaux ont souhaité, je dirais, autour de ce bien vieillir et d'accompagner l'avancement en âge et de prévention de la perte d'autonomie, proposer à l'ensemble des assurés, mais beaucoup, souvent les retraités, un certain nombre d'outils et de services. Peut-être un dernier mot, quelle politique publique vous paraissent prioritaires sur ces questions de bien-être liées aux seniors? Je crois que les politiques publiques qui peuvent apparaître prioritaires, c'est les politiques qui répondent aux aspirations de nos concitoyens. Hein, parce que finalement, c'est des politiques qui, comment dirais-je, qui répondent aux questions concrètes que nos concitoyens peuvent avoir. Donc pour nous, il y a une forte dimension territoriale, parce que quand on évoque ces questions-là, il ne suffit pas qu'une solution existe, encore faut-il qu'elle soit à proximité. Donc il y a un enjeu de territorialisation de ces politiques-là. Aussi un enjeu de soutenabilité, je l'évoquais, pour montrer qu'on n'est pas en train d'opposer les générations, mais au contraire de les rassembler. Et puis enfin, une politique publique qui permet, je dirais, au final, de maintenir le plus longtemps possible, je dirais, des contacts, des relations familiales, sociales autour du domicile, parce que le souhait de chacun d'entre nous, et les plus anciens, c'est souvent de vieillir chez soi, parmi les siens, hein, les siens au sens large du terme, et je crois que de pouvoir répondre à ces aspirations à la fois individuelles et collectives, c'est un facteur de réponse, mais aussi un facteur de soutenabilité et d'appropriation par nos concitoyens, et donc une question de légitimité des politiques publiques dans ce domaine. Parfait, merci beaucoup. Mais merci à vous. Mathieu, tout va bien? Oui, merci François-Xavier Selleret. Nous avons maintenant une table ronde un peu particulière, puisqu'on va faire une keynote ensemble avec Nathalie Chusseau sur un programme qu'elle va nous présenter. Est-ce que Nathalie est avec nous? Oui, la voilà. Alors, rebonjour Nathalie, merci de tout ça. Alors, c'est Nathalie Chusseau, tout le monde te connaît, tu es professeur à Lille et puis tu es un membre associé de la chaire très important, et aussi tu co-diriges le réseau sur la longévité avec nous. Et la démographie, ce n'est pas simplement la longévité et les vieux. On a souhaité aussi beaucoup, et on va le faire de plus en plus à la chaire, travailler aussi sur la transition démographique et l'arrivée de ces jeunes sur le marché du travail et un peu dans tous les pays qui se retrouvent dans un monde finalement très bousculé. Et toi, tu as essayé de t'interroger sur les raisons de la faible mobilité sociale, et en particulier à partir de la région des Hauts-de-France. Alors, c'est ta région, mais au-delà de ça, il y a
raison objective pour avoir focalisé en premier l'attention sur le Hauts-de-France. Alors effectivement, pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux Hauts-de-France? Parce que d'abord, il faut savoir que d'une manière générale… On t'entend pas. Nathalie, on t'entend pas. La mobilité… Alors pourtant, mon micro est activé. On n'entend pas. Ah, on entend bien. C'est nous. Ah bon, c'est nous. Bon. Gosh, sorry. Est-ce que c'est bon là? Vas-y. C'est bon? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors, on y va. Donc, effectivement, outre le fait que ce soit la région des Hauts-de-France, et évidemment là où j'enseigne, c'est surtout que c'est une région qui a un certain nombre de caractéristiques. Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la mobilité sociale dans notre beau pays, qui est la France, est relativement limitée. Et c'est un des pays, la plupart des études PISA le montrent, mais c'est un des pays, par exemple, où l'origine sociale détermine très fortement les résultats scolaires des élèves. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans la région des Hauts-de-France, en termes de position sociale, eh bien, les Hauts-de-France présentent un niveau de mobilité sociale encore plus limité que celui de la France au niveau général, qui n'est déjà pas très élevé. Avec une caractéristique particulièrement inquiétante, qui est que la mobilité sociale descendante est plus forte que la mobilité sociale ascendante. Autrement dit, un individu qui est né dans les Hauts-de-France a une plus grande chance de descendre, plus de chances de descendre dans l'échelle sociale comparativement à ses parents que d'y monter. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une mobilité sociale faible ou limitée? Cela signifie que les enfants des classes populaires accèdent difficilement aux classes moyennes et que les enfants des classes moyennes accèdent difficilement aux classes supérieures. Et c'est ce qu'on observe dans les Hauts-de-France dans un contexte où déjà la mobilité au niveau national est restreinte. Et par ailleurs, cette population des Hauts-de-France, elle est en proie à une accumulation de vulnérabilité depuis la crise des industries traditionnelles des années 70. Et donc, on a une population qui cumule des vulnérabilités tout au long du cycle de vie, c'est-à-dire où le niveau d'éducation est plus faible dans cette région qu'ailleurs, le taux de pauvreté est plus important, le taux de chômage est plus élevé, c'est une des régions les plus pauvres de France. Et les individus vont accumuler ces inégalités jusqu'à l'âge de la retraite, avec une espérance de vie par ailleurs plus faible qu'au niveau national, et ils vont donc cumuler ces vulnérabilités. Et donc, par ailleurs, ça voudrait dire que depuis la crise des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on voit que cette mobilité sociale reste faible. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces inégalités sociales ont continué à se transmettre aux générations actuelles. L'objet de cette étude, c'est donc de regarder la transmission des inégalités sociales? C'est ça, c'est de regarder… en fait, c'est d'essayer de comprendre la logique des inégalités scolaires dans cette région des Hauts-de-France, avec deux objectifs. D'abord, réduire ce fatalisme social et cette auto-censure scolaire qui pèse sur cette population, et d'autre part, évidemment, essayer de favoriser l'inclusion de ces populations vulnérables et des populations les plus vulnérables. En fait, ce qu'on veut voir, c'est dans quelle mesure l'origine sociale et la confiance en l'avenir vont influencer les aspirations scolaires des familles. Qu'est-ce que c'est que les aspirations scolaires des familles? C'est le niveau de diplôme auquel les parents et les enfants pensent pouvoir prétendre et donc les choix d'orientation qu'ils vont faire. Alors, c'est ça qu'on… Ouais, c'est ça qu'on étudie. C'est ça qu'on appelle l'autocensure familiale. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'autocensure scolaire. En fait, on se rend compte que les enfants qui sont issus des milieux les moins favorisés vont avoir des ambitions scolaires beaucoup plus faibles et donc vont essayer finalement, vont moins se projeter dans l'avenir et vont avoir des aspirations en termes de niveau de diplôme et de position sociale beaucoup plus faibles qu'un enfant qui serait issu d'un milieu social plutôt favorisé. Et pour comprendre ça, on étudie en fait les comportements des agents et leurs croyances dans cette région des Hauts-de-France. Et dans les Hauts-de-France, les aspirations et les ambitions des familles sont nettement moins élevées qu'ailleurs, il te semble ou…
Alors en fait, ça fait partie de notre hypothèse de travail. En fait, ce qu'on pense, c'est que la population locale a développé en raison de cette crise des industries traditionnelles très forte qu'elle a connue à partir des années 70, alors que c'était une région très florissante, très spécialisée, avec une industrie très très reconnue. Cette population aurait développé un faible niveau de confiance en elle et un certain fatalisme. Et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que cette désindustrialisation, elle a déjà conduit à une obsolescence des qualifications acquises au sein des industries traditionnelles. C'est-à-dire qu'on avait une population très qualifiée, mais avec des qualifications très spécifiques dont on n'a plus besoin à partir du moment où ces industries ont fermé. Et puis, évidemment, avec des difficultés extrêmement importantes pour réintégrer le marché du travail, faute de formation adaptée. On n'a pas été capable de former ces populations à autre chose, faire autre chose. Et puis, parce que cette organisation des industries traditionnelles, elle était très particulière. L'organisation sociale associée au travail était très particulière, hein, relativement paternaliste. Et donc, on pense que ce contexte économique dégradé couplé à cette, cette organisation sociale du travail qui a été totalement chamboulée, eh bien, aurait fait en sorte que les familles auraient eu un fatalisme social plus important, beaucoup moins confiance en l'avenir et en conséquence de faibles aspirations en matière de niveau de diplôme, ce qui pourrait expliquer en fait ce qu'on observe dans cette région, c'est-à-dire un sous-investissement chronique en éducation. C'est-à-dire qu'on a des taux diplômés du supérieur plus faibles qu'au niveau national et des taux de non-diplômés plus élevés. En fait, c'est très simple. À quoi bon fournir des efforts soutenus à l'école lorsque vos perspectives d'avenir sont nulles, d'accord? Et moins vous allez vous projeter dans l'avenir, eh bien moins vous allez fournir d'efforts pour vous éduquer. Donc ça va forcément impacter négativement votre réussite scolaire et le niveau de diplôme que vous allez être en mesure d'atteindre. Et le problème, c'est comme les inégalités scolaires, elles se transmettent socialement, bien ça peut expliquer pourquoi on a une faible mobilité sociale dans cette région. Et donc, pour le coup, notre hypothèse, c'est quoi? C'est de dire que les inégalités scolaires dans les Hauts-de-France, elles s'expliqueraient pour partie par un fort fatalisme social et une forte autocensure scolaire liée à la crise des industries traditionnelles. C'est évidemment passionnant et très riche. Quelle est la méthodologie qui est employée, puisque l'étude a déjà démarré? Alors, l'étude a déjà démarré. En fait, la première chose qu'on a mise en place, c'est une enquête. Donc, on va produire des données d'enquête qui sont inédites pour le moment. Alors, d'abord, dans la région des Hauts-de-France, on est en train de récolter des données sur les aspirations scolaires des élèves et de leurs parents. Donc, on enquête des élèves de l'âge de 15 ans, juste avant les questions d'orientation à la fin du secondaire premier cycle. Donc, on interroge un enfant et un de ses parents. Donc, on recueille des données sur les aspirations scolaires des élèves et de leurs parents, sur leur degré de confiance en eux et leur croyance en leur capacité à y réussir, leur confiance en l'avenir et leur degré de fatalisme social, et puis aussi leur croyance en l'ascenseur social, hein, en cette mobilité sociale. Et on pense que effectivement, on va voir que le milieu social d'origine est déterminant pour les choix d'orientation scolaire. Et là, on aura les chiffres, ça sera chiffré. Et puis que cette autocensure scolaire, elle est plus prononcée pour les élèves qui sont issus des milieux socio-économiques défavorisés. Et on lance également la même enquête dans 3 académies différentes, dans une autre région, dans les académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, ce qui nous permettra en fait d'avoir une idée de comparaison hein, des aspirations scolaires et du fatalisme social dans les Hauts-de-France avec cette région. Ensuite, on va traiter économétriquement ces données. Donc, on va faire une analyse économétrique et on va essayer de voir si, pour le coup, ces aspirations et ces croyances influencent les choix d'éducation et d'orientation, dans quelle mesure elles vont influencer ces choix. Alors, on anticipe que les individus qui sont nés dans les Hauts-de-France vont avoir des croyances pessimistes et des aspirations d'orientation et de carrière probablement moins ambitieuses qu'ailleurs. Et puis après, on va mobiliser des méthodes de la psychologie sociale et de l'économie comportementale. Donc, on va mener des expériences en laboratoire pour essayer de faire 2 choses. Mettre d'abord en évidence le rôle joué par le milieu social d'origine dans les choix d'éducation. Et deuxièmement, montrer comment les décisions d'éducation et les croyances des familles, qu'elles soient d'ailleurs pessimistes ou optimistes, d'une génération vont influencer le niveau d'éducation atteint par les générations suivantes. C'est vraiment, encore une fois, passionnant. Peut-être 2 petites dernières questions. La première, c'est
Qu'est-ce que tu attends en termes de résultats et de mise en place de dispositifs pour mobiliser, pour réduire, enfin, c'est améliorer cette mobilité sociale, notamment dans les Hauts-de-France. Et la deuxième petite question plus perfide, c'est est-ce qu'on peut attendre les premiers résultats pour notre symposium de juillet? Alors, normalement, on aura déjà les résultats, au moins sur l'enquête, hein, dès le mois de mars, avril. Et on est en train on a déjà fait les designs expérimentaux pour les résultats en laboratoire. Donc, j'espère pouvoir vous présenter les résultats récemment. Alors, à quoi ça sert finalement cette enquête? Très simplement, c'est l'objectif, c'est de proposer des politiques éducatives qui soient spécifiques, qui tiennent compte des comportements et des croyances des habitants des Hauts-de-France. Pourquoi faire? Pour favoriser la réussite scolaire des élèves, et en particulier des élèves issus des milieux les plus modestes. Et donc, on va définir des dispositifs et des modes d'apprentissage qui sont ciblés sur les enfants issus de milieux modestes pour développer la confiance en soi, ouvrir le champ des possibles des élèves en matière de projection sociale, notamment, essayer de réduire ce fatalisme social. Et ça, à terme, ça veut dire ouvrir le champ des possibles, ça veut dire permettre, et avec des politiques d'éducation spécifiques ciblées, ça veut dire accroître à terme le niveau général d'éducation de cette population dans la région et de favoriser son employabilité. Écoute, merci beaucoup Nathalie, c'est évidemment au cœur de nos préoccupations. C'est tellement au cœur de nos préoccupations que la prochaine keynote porte sur un sujet qui est assez connexe, puisque c'est notre ami Pradip Choudhury, qu'on connaît bien, puisqu'il coanime le réseau avec nous, et qui va intervenir sur les conséquences de la crise de la Covid sur les étudiants indiens en Inde. Merci encore. Merci. Myself, Dr. Pradip Kumar Chaudhary, I teach economics. Bonjour, je m'appelle Pradip Chaudhary, j'enseigne l'économie au Centre Zakir Hussain pour les sciences de l'éducation à New Delhi, à l'Université Jawaharlal Nehru. Je mène des travaux de recherche sur les questions qui touchent à l'inégalité d'éducation, l'éducation et le marché du travail, l'éducation et le développement du point de vue institutionnel. Mes élèves, d'un point de vue interdisciplinaire. C'est donc ces éléments-là que j'essaie de développer dans ma présentation. Mes élèves et moi-même avons mené une étude sur un certain nombre d'étudiants et leur accès à l'enseignement supérieur dans le pays. Par conséquent, dans ce discours inaugural, je souhaiterais vous présenter un résumé du rapport qui est en cours de rédaction. L'objectif de ce travail est de montrer que l'une des préoccupations liées à la pandémie COVID-19 et au confinement qui en ont découlé est bien l'éducation. C'est un fait largement relayé dans la littérature actuelle. Notamment l'enseignement supérieur qui a connu un véritable coup d'arrêt. Un grand nombre d'écoles et d'établissements se sont tournés vers les plateformes d'apprentissage en ligne. Mais la situation des étudiants, y compris ceux qui se connectent à ces plateformes, doivent faire l'objet d'études, cela me paraît essentiel. Alors, mon objectif avec cette étude qui a été réalisée par sondage, menée auprès de 1100 étudiants indiens à travers l'ensemble du pays, et de souligner 3 points essentiels parmi d'autres, mais de manière synthétique, compte tenu du temps qui m'est imparti. Premier sujet, c'est la fracture numérique qui existe entre les riches et les pauvres, les zones rurales et les zones urbaines, les nantis et les défavorisés, ce qui représente un obstacle au suivi des cours en ligne. Deuxième point important, ce sont les questions relatives au processus d'enseignement en ligne. Ce n'est pas tant l'accès à Internet en soi. Ça va au-delà de l'accès, en fait, parce que certains étudiants qui ont bien accès à Internet ou à des gadgets électroniques ont des difficultés à apprendre en ligne. Ça, c'est un autre élément que nous mettons en lumière. Autre risque très important identifié, c'est l'incertitude en matière de marché du travail, en particulier les étudiants qui sont dans les dernières années de cursus, quelle que soit la discipline choisie, mais qui connaissent de grandes difficultés à entrer sur le marché du travail du fait de la pandémie.
C'est donc un risque véritablement considéré comme majeur et je souhaite en parler et le mettre en lumière dans mon étude. Et il y a d'autres éléments que j'essaie de souligner dans ce rapport, ce sont les aspirations en matière d'éducation des étudiants et comment la pandémie du Covid-19 a modifié ces aspirations, surtout dans les pays en développement, en particulier en Inde. C'est donc un élément important que je passerai en revue dans ce rapport. Dernier point, enfin, qui fait l'objet de notre attention, c'est le rôle joué par les institutions, notamment celles qui sont pertinentes pour la gestion de l'enseignement supérieur, les universités, les établissements. Le rôle donc que jouent ces institutions en termes d'assistance auprès d'étudiants qui ne peuvent pas se rendre en cours, qui ne vont pas sur le campus, qui restent chez eux. Donc, quel est le rôle de cette institution pour minimiser les risques rencontrés par ces étudiants? Et là, il y a un problème technique, une coupure de sang. Je vais donc reprendre ces points un par un. Je ne vais pas revenir sur le contexte général, qui est très connu d'ailleurs, à savoir la fermeture des établissements scolaires. Ceci a été clairement détaillé par l'UNESCO, ainsi que l'impact de ces fermetures sur l'apprentissage des étudiants et autres conséquences critiques. En fait, je vais me concentrer sur l'enseignement supérieur en Inde, ce qui représente 40 millions d'étudiants, quasiment 40 millions, donc 37,4 millions précisément, notamment les milliers d'étudiants dans les universités et institutions et établissements supérieurs qui sont à l'heure actuelle désertés. C'est un autre élément que nous mettons en lumière dans notre rapport. Autre raison qui sous-tend cette étude, c'est qu'un grand nombre d'étudiants se tournent vers des établissements privés. Mais une fois inscrits, ils connaissent de grandes difficultés à régler leurs frais d'inscription. Et c'est un problème que l'on nous a fait remonter à plusieurs reprises. Donc, même s'ils n'assistent pas aux cours à la fac, le risque financier existe et persiste. Cela fait partie des éléments qui nous ont été remontés dans notre étude. Alors, face à toutes ces questions, nous avons décidé de mener un sondage auprès de 1122 personnes précisément. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur l'enseignement supérieur en Inde pendant la pandémie du Covid-19. Et nous avons décidé de solliciter n'importe quel type d'étudiants donc au niveau de l'enseignement supérieur en Inde. Avec ce sondage, il y a eu un effet boule de neige, en fait, ce qui a randomisé l'enquête. En fait, ce sondage en ligne, nous avons envoyé le lien de ce sondage à certains enseignants. Et puis, ces enseignants ont envoyé ce lien à d'autres enseignants ou à d'autres étudiants qui ont eux-mêmes relayé ce lien à d'autres collègues ou amis. Et c'est ainsi que nous avons eu plus de 1000 étudiants qui ont accepté, tout niveau confondu, de répondre à notre enquête. Et nous avons découvert en fait que notre étude était véritablement représentative de tous les milieux socio-économiques ou académiques également. Puisque nous avons des étudiants de premier cycle universitaire ou alors de master ou de doctorat, etc., etc. Autre caractéristique importante de l'échantillon, les étudiants suivent aussi bien des formations en sciences sociales que des enseignements professionnels ou techniques. Et ça, c'est un élément extrêmement important également pour notre étude. Donc, il y avait également des étudiants professionnels et ceux qui se professionnalisaient rencontraient de plus grandes difficultés pour se rendre en cours. Je ne vais pas détailler ici le profil socio-économique de ces étudiants, mais plutôt me concentrer sur les points saillants de notre étude, notamment l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne. Nous nous sommes intéressés aux problèmes que rencontrent
les étudiants, y compris les étudiants qui ont accès à Internet ou à d'autres gadgets technologiques. C'est bien cela qui nous paraît important, plutôt que de savoir qui a accès et qui n'a pas accès. Je ne sous-entends pas ici que le manque d'accès à l'enseignement en ligne n'est pas un problème. C'est un problème que nous identifions, que nous comprenons. Mais ce qui intéresse cette étude dans un contexte de pandémie COVID-19 frappant l'enseignement supérieur, ce sont bien les problèmes rencontrés et explicitant par le discours des étudiants. Nous observons que pouvoir s'adapter aux évolutions techniques ou se connecter à Internet est un besoin continu. Dans bien des endroits du pays, les étudiants ont bien accès à Internet, mais ce n'est pas pour autant qu'ils apprennent, qu'ils suivent les cours. Ce qui ressort du discours des sondés, c'est que même s'ils peuvent se connecter, eh bien, ils rencontrent de réelles difficultés à avoir accès aux cours, à l'enseignement supérieur lui-même. En réalité, le type d'accès dont ils bénéficient ne les aide pas véritablement. Ils ne suivent pas véritablement les cours, même s'ils peuvent se connecter. Donc, c'est une autre conclusion extrêmement importante. Autre point saillant dans notre étude est lié aux incertitudes par rapport au marché du travail. Cela ressort clairement dans la littérature du moment. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes attachés à traiter cette question, en particulier pendant cette pandémie. En fait, c'est un problème qui est donc largement explicité, mais qui n'est pas résolu. Les jeunes diplômés de chômage restent une question à résoudre. Donc, ce sont des difficultés vécues et partagées par un grand nombre d'étudiants et de diplômés à travers le monde entier. Les incertitudes donc qui existent, ainsi que les mesures d'austérité qui sont décrétées par les institutions fédérales en Inde, sont essentielles. Et en fait, il y a deux problèmes. Premièrement, le peu d'emplois qui sont créés du fait du ralentissement économique. Et deuxièmement, ce sont les mesures d'austérité qui sont décrétées par les autorités qui manquent de ressources. Et l'une de ces mesures d'austérité est bien le gel des embauches ou le gel de création d'emplois, même dans le domaine gouvernemental. Et c'est vrai pour le secteur privé. Conclusion, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour les jeunes diplômés. Nous avons donc du mal à comprendre quelles sont les difficultés qui existent pour ces jeunes qui arrivent à peine sur le marché du travail et qui peinent à gérer cette crise Covid au regard de ces perturbations passées et présentes sur le marché du travail. Dans un tel contexte, notre étude débat des aspirations et des inquiétudes des jeunes, mais également du stress de nos étudiants en Inde face à ces énormes incertitudes et à la récession sur le marché du travail. Selon les réponses que nous avons compilées, il ressort que pratiquement la totalité des répondants au sondage, à savoir 91%, sont plus affectés et stressés ou anxieux que les étudiants ayant obtenu leur diplôme l'année précédente, donc avant la pandémie. Autre élément important qui ressort de notre étude, celles et ceux qui avaient un emploi assuré avant la pandémie ont vu leur entrée sur le marché du travail retardée. Seuls 13% des 1122 sondés ont pu effectivement entrer sur le marché du travail grâce aux campagnes de placement sur le campus. 40% ont connu des difficultés ou ont vu leur entrée sur le marché du travail retardée, voire annulée, et 43% estiment qu'il en sera de même à l'avenir, donc ils connaîtront les mêmes difficultés puisque notre enquête a été menée au mois de juillet et août 2020. Donc 43% des répondants s'attendent à de telles difficultés. Ces attitudes du marché du travail sont principalement liées à la nature changeante du marché du travail, mais aussi aux évolutions technologiques du fait notamment de la COVID-19. D'après nos calculs et nos estimations, l'accès au marché du travail des jeunes diplômés
dépend largement de leur milieu socio-économique. Et cela est encore accentué par la crise Covid. Permettez-moi de citer l'exemple de diplômés issus de classes sociales ou castes plus défavorisées qui ont bien moins de chances de rejoindre le marché du travail que les autres. Et ce fait est encore aggravé par la pandémie. Clairement, les diplômés à la recherche de leur premier emploi s'inquiètent non seulement des nombreux défis à relever, mais également de leur trajectoire professionnelle et de leurs revenus à long terme. J'ai donc parlé d'aspects éléments, les processus d'apprentissage en ligne et de l'aide apportée ou non par les nouvelles technologies, premier point, et deuxièmement, les incertitudes liées au marché du travail que rencontrent les diplômés en pleine crise Covid. Le troisième chapitre que je souhaiterais ouvrir est le suivant. Nous aimerions définir dans quelle mesure ces étudiants sont aidés par les institutions, dans la mesure où ces institutions jouent un rôle critique pour atténuer les risques et les incertitudes rencontrées. Il ressort très clairement de notre étude que plusieurs étudiants, notamment des doctorants, ne touchent pas leur bourse d'études de manière régulière, alors que par le passé, le versement avait une certaine régularité. La pandémie a véritablement changé cela et les met dans une situation extrêmement périlleuse. Alors, autre conclusion qui ressort, les élèves qui ne reçoivent pas d'instructions claires de la part de leurs universités, notamment en matière d'admission ou pour leur dernière année d'études, il y a un manque de communication et d'instructions claires de la part de leurs établissements. Notamment, doivent-ils poursuivre, comment soumettre leur candidature pour suivre un cours, comment s'inscrire, quels examens préparer, quelle procédure suivre. Tous ces éléments restent flous. Soulignons ici le rôle des commissions de bourse université en Inde qui manquent de clarté et qui sèment le doute auprès des étudiants. Donc, c'est une situation qui sème le doute auprès des étudiants, comme je le disais. Dans ce contexte, nous avons demandé aux étudiants s'ils entendaient souscrire un prêt et comment ils comptaient le rembourser. Eh bien, pour près de 60% d'entre eux, ils avaient effectivement souscrit un tel prêt et s'inquiétaient de ne pouvoir s'acquitter de leurs dettes. En fait, ils comptaient sur un emploi pour payer leurs retraite, mais comme ils n'ont pas d'emploi, eh bien, c'est un problème pour l'étudiant et pour sa famille de rembourser ces prêts. Et la manière dont le gouvernement s'empare de cette question n'est pas claire. En résumé de ce rapport, les étudiants qui commencent leurs études universitaires supérieures en Inde, qui est un pays en développement, font face à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Et cela va affecter les étudiants sur le long terme, notamment sur le marché du travail. Et plus encore, cela risque même de menacer leur carrière dans leur ensemble. C'est leur carrière qui est menacée. Mon dernier point est celui des décrochages, qui sont importants dans l'enseignement supérieur. Il existe un institut de recherche à New Delhi, de planification d'éducation, qui met clairement cela en exergue. Un certain nombre d'étudiants, notamment issus de milieux défavorisés, vont particulièrement souffrir de cette pandémie. Ils vont finir par décrocher à un moment ou à un autre et être donc éjectés du système. C'est un risque réel et grave et le gouvernement devrait véritablement s'en emparer avec tout le sérieux requis. Sinon, les efforts fournis par le passé pour aider ces étudiants à poursuivre leurs études supérieures seront réduits à néant parce que ces élèves seront éjectés du système. Ma conclusion ici est qu'il existe de gros risques dans le contexte indien pour les étudiants de l'enseignement supérieur et qu'il faut impérativement s'en occuper. Ce sont 3 éléments que j'ai mis en lumière. Il en existe bien sûr d'autres
qui sont notamment liés au milieu socio-économique. Mais ce sont les trois problèmes de manière générale que nous avons souhaité mettre en lumière dans notre étude et étudier de manière approfondie. Merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune et bon symposium à tous. Merci Pradip de nous avoir sensibilisés à ce problème extrêmement sérieux des étudiants en Inde et qui est un problème extrêmement sérieux pour le développement futur de l'économie indienne. On va maintenant passer à une keynote de Hector Villarreal. Hector est bien évidemment le patron de l'ITED à Mexico, au Mexique, et un des gros partenaires du réseau sur la longévité. Et on a fait beaucoup de choses avec l'ITED et avec Hector, en particulier le petit indice de ASPI qui était sur le Aging Social Policy Index a été développé avec l'ITED et est utilisé aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Amérique centrale. Hector, merci d'être avec nous, au moins virtuellement. Dear friends, Chers amis, je suis très heureux et très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très honoré de participer à ce symposium. J'aimerais discuter quelques instants de la question du vieillissement et du bien-être du point de vue de la finance publique. Et je voudrais partager avec vous les expériences menées dans les pays d'Amérique latine. D'une certaine manière, la pandémie a mis sous pression, sous forte pression, la finance publique. Alors que faire? Comment financer le bien-être et comment prendre soin de cette question, s'occuper de cette question du bien-être? Quelles doivent être nos priorités? La réalité est que depuis la crise financière de 2008-2009, eh bien, il y avait cette idée selon laquelle, si l'on considère le fonctionnement du marché, il nous fallait un gouvernement fort, des États forts qui pourraient gérer ces questions, ces problèmes d'inégalité et de bien-être, notamment pour les moins favorisés de nos sociétés. Alors en soi, le problème est difficile, effectivement, mais en considérant cette question du vieillissement de nos populations, eh bien la situation se révèle encore plus difficile. Alors aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19 et l'endettement d'un grand nombre de gouvernements, la question est encore plus difficile à traiter. Par conséquent, existe-t-il une feuille de route? Eh bien, la réponse, malheureusement, et comme vous l'anticipez, la réponse est non. Il n'y a pas de feuille de route. Ce n'est pas si simple. Ceci étant, certains critères permettent d'éclairer d'une certaine manière la manière dont nos gouvernements devraient, pourraient et vont procéder. Tout d'abord, nous devons nous attacher à cette question du système de retraite. Cela se fait en Amérique latine, comme presque ailleurs dans le monde. Ces systèmes de retraite mettent sous pression très forte et de manière très difficile le reste du système budgétaire. Dans le cas de l'Amérique latine, en fait, l'espace fiscal et budgétaire évolue tellement rapidement qu'il a été extrêmement difficile de mettre en œuvre les autres politiques sociales de manière satisfaisante. Alors, que faire? Vous savez, c'est un débat difficile. Hein? Et d'ailleurs, même les institutions internationales comme le Fonds monétaire ont été extrêmement prudents sur ce point. En disant, voilà, effectivement, ce n'est pas facile de savoir quels sont les passifs éventuels ou les engagements conditionnels. Nous devons en finir
avec cette idée que ces passifs éventuels ne représentent pas de véritables risques financiers. La première chose à faire, me semble-t-il, pour régler cette situation, c'est d'évaluer quels seront les flux de paiement pour les années à venir, pour les prochaines cohortes. Alors peut-être qu'on ne pourra pas faire grand-chose sur ce point-là, mais en mieux évaluant la situation, ces paiements à venir, eh bien, nous serons mieux en mesure de planifier les choses. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et là, il s'agit de la santé. La crise du Covid nous a montré à différents égards qu'un grand nombre de nos systèmes de santé sont extrêmement fragiles, faibles, ou du moins ils ne sont pas aussi forts et résilients que nous le pensions. Well, très bien. Alors, une meilleure conception de ces systèmes de santé est-elle nécessaire? Absolument. Mais ce n'est pas la totalité de la réponse. Nous devons résoudre la question suivante: comment financer la santé à la fois publique et privée? Nous devons sortir des sentiers battus, si vous voulez. Comme le dit mon bon ami François-Xavier Albouy, c'est une période extrêmement difficile. Les choses évoluent et il nous faut donc réfléchir et concevoir diverses solutions à l'ensemble de ces difficultés. Nous devons voir comment placer la santé au cœur de la donne, au cœur de la question, tout en reconnaissant que même avec une bonne conception des choses, si vous manquez de financement pour votre service, alors eh bien, nous n'irons vraiment pas loin. Par conséquent, nous avons besoin de trouver la marge de manœuvre nécessaire pour financer ces systèmes publics. Nous devons ouvrir la voie afin que les secteurs privés et publics puissent se coordonner et travailler ensemble dans une logique qui intègre les marchés, bien sûr, sans pour autant se limiter aux incitations de marché ou aux structures de ces marchés. Nous devons agir impérativement, sinon ce problème de santé deviendra tragique, notamment pour les plus appauvris de nos populations. Nous devons admettre un constat. Alors que nous vieillissons, les types de maladies évoluent également. Une transition démographique implique forcément une transition épidémiologique. Cela a toujours existé. Le problème est que beaucoup de ces maladies sont associées aux personnes plus âgées et sont beaucoup plus coûteuses. Et c'est un élément dont il faut tenir compte. Troisième élément que nous devons reconnaître, des outils théoriques bien conçus et des solutions politiques pertinentes font effectivement partie de l'équation dans cette économie du soin. Mais nous sommes très loin de la réalité. Par conséquent, il va falloir que nous gérions un certain nombre d'éléments, notamment qui portera le poids de cette économie du soin, à la fois pour les personnes âgées, mais pour les plus jeunes également, et même pour les personnes handicapées. Nous devons savoir, comprendre comment dédommager d'un point de vue économique les gens qui donnent beaucoup de leur temps à cette économie du soin. Nous devons, et ça c'est un grand problème en Amérique latine, nous devons gérer la différence qui existe entre les hommes et les femmes. Les femmes, à ce jour, prennent majoritairement part à cette économie du soin. Ce sont les aidants et ce sont eux qui portent le poids véritablement de cette tâche. Et ceci est un obstacle sur la vie professionnelle, mais également sur l'équilibre familial ou encore sur le taux de fécondité. Donc, nous devons nous emparer de ces questions. Par conséquent,
Si nous sommes en mesure, d'une manière ou d'une autre, de gérer ce triangle, vous savez, les retraites, la santé et l'économie du soin, et de voir comment financer tout cela, eh bien, cela représentera une avancée considérable. Ceci étant, il existe d'autres sujets dont nous devons débattre. En termes de vieillissement et de bien-être, les politiques sociales apparaissent comme une composante évidente. Néanmoins, si nous ne sommes pas prêts à investir dans les infrastructures, dans les biens publics, eh bien notre croissance économique sera compromise à moyen terme, à long terme et même à court terme. Aussi, comment réconcilier l'idée d'avoir une politique sociale extrêmement robuste, sans pour autant oublier d'investir dans ces infrastructures, dans ces biens publics qui sont essentiels à notre croissance. Je crois que nous devons comprendre cette nouvelle réalité qui est extrêmement urgente en termes de finances publiques. Mais nous devons aller au-delà du court terme. Nous devons commencer à réfléchir en termes de comptabilité générationnelle, nous devons commencer à travailler cette notion de compte de transfert national et ainsi comprendre que la finance publique et la publique finance démographique se définissent à moyen et à long terme. Et ce, pour inclure des mesures en faveur du bien-être, mieux comprendre les inégalités, en considérant non pas les choses de manière figée, mais plutôt en envisageant un cadre multigénérationnel et multitemporel. Et nous devons développer des institutions pertinentes, et surtout dans les pays les moins développés, afin que ces institutions puissent guider nos décisions et embrasser une logique qui ne soit pas purement politique. Bien évidemment, il y aura toujours des discussions, des débats politiques, mais nous avons besoin de soutien technique et nous devons pouvoir expliquer cela à nos sociétés de manière à prendre les décisions les plus pertinentes. La période actuelle représente un véritable défi, mais c'est aussi l'occasion de saisir de belles et formidables opportunités. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à ce symposium international et vous remercie de votre attention.